Alors, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo pour corriger les exercices du chapitre 3. Donc, on va faire successivement les exercices petit à petit. Ne vous inquiétez pas. On reviendra en cours si jamais vous avez des questions sur cette correction-là. L'avantage de la vidéo, c'est que vous pouvez la regarder plusieurs fois pour essayer de bien comprendre. Vous pouvez faire des pauses quand vous voulez, ou vous pouvez même la regarder sur plusieurs jours si vous voulez pas tout corriger d'un coup. Alors, dans le premier exercice, on nous parle d'une mâchoire argentée. L'argent, symbole Ag, est utilisé dans les amalgames dentaires, où il représente 30% de la masse. Le noyau de cet atome est composé de 47 protons et 61 neutrons. Première question, écrire la représentation symbolique d'un atome. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est déjà de se rappeler de ce qu'est la représentation symbolique d'un atome. Donc, pour rappel, la représentation symbolique d'un atome, c'est ici, cette représentation qu'on a là. On a petit a, n'importe quoi, grand A qui représente le nombre de nucléons. On a Z ici qui représente le numéro atomique qui est aussi le nombre de protons. Et N n'est pas représenté ici, mais vu qu'on nous en a parlé dans l'énoncé, N le nombre de neutrons qui est égal à A-Z. Alors, si je reviens sur l'énoncé, maintenant qu'on a rappelé ce qu'était une représentation symbolique, si je reviens sur l'énoncé, dans l'énoncé, qu'est-ce qu'on a? On nous dit qu'on a ici le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc j'ai pas le nombre de nucléons grand A que je dois mettre sur ma représentation symbolique. Il va donc falloir que je le calcule. Donc je bascule sur ça. Hop, on va virer la souris. Qu'est-ce que je sais? Si je sais que n, le nombre de neutrons, c'est A-Z, bah, je peux en déduire autre chose. C'est que le nombre ici de nucléons, c'est n, Z plus n, pardon. Donc en gros, ce que je vais faire ici, je vais faire mon application numérique pour l'argent. Le nombre de nucléons pour l'argent, c'est Z, on nous a dit qu'il y en avait 47, et puis N, on nous a dit qu'il y en avait, neutrons, 61. Ce qui nous fait 108 nucléons. Donc maintenant, je vais pouvoir compléter ma représentation symbolique. Pour quelle raison? Je sais que j'ai A ici, que je vais pouvoir mettre ici. Je sais que j'ai Z qu'on m'avait déjà donné dans le sujet, et qui était 47, et je vais donc pouvoir écrire le symbole, la représentation symbolique du noyau de cet atome. On prend le symbole Ag, j'écris en haut à gauche la valeur de A qui est 108, et dans l'énoncé, on me dit que Z est égal à 47. Donc j'ai ici la représentation symbolique du noyau de l'atome d'argent demandé. On revient sur la deuxième question. Combien d'électrons possède l'atome d'argent? Justifiez la réponse. Alors, on a vu dans le cours que dans un atome, et uniquement dans un atome, parce qu'on verra plus tard que dans les ions ce n'est plus le cas, dans un atome, il y a autant d'électrons que de protons. Donc précédemment, ce qu'on sait, dans l'atome d'argent, il y a 47 protons, c'est ce qu'on a vu à la question précédente. Par conséquent, il possède aussi autant d'électrons, c'est-à-dire 47 électrons. Donc quand on dit justifier, la justification, elle passe par la phrase que j'ai écrite ici. J'ai souligné 2 fois atome, hein, ce n'est valable que dans un atome. Donc cette phrase sert de justification. Bon, voilà pour le premier exercice. Il ne me semble pas qu'il était très compliqué, mais bon, si vous n'êtes pas sûr de vous sur les représentations symboliques, ça peut éventuellement poser problème. On va passer à l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous dit l'azote de symbole N est l'atome le plus représenté dans l'air. En effet, 80% de l'air que l'on respire est constitué de diazote N2. Il a pour numéro atomique Z égale 7. Alors, un petit peu plus compliqué cet exercice parce qu'on va encore manipuler des valeurs qui sont un petit peu compliquées, avec des puissances de 10 négatives, avec des notions de charge qui sont peut-être pas forcément très claires avec vous, mais on va essayer d'être le plus clair possible. Question 1, quelle est la charge électrique de son noyau? Ici. Alors, qu'est-ce qu'on sait au niveau des charges électriques? On sait dans les charges électriques que dans le noyau, on a une seule particule qui est chargée, qui sont les protons qui sont là. Donc la charge électrique du noyau, elle est uniquement due à la charge de tous les protons.
Les protons, ils possèdent une charge positive, c'est toujours la même charge. Donc du coup, ici, pour trouver la charge de tous les protons, c'est le nombre de protons que multiplie la charge d'un seul proton. Le nombre de protons, comment est-ce qu'on note ça de manière plus simple? C'est le numéro atomique, grand Z. La charge d'un proton, on l'avait vu dans le cours, elle se note E et elle est donnée à la fin de l'énoncé. Je vous montre ça. Elle est donnée, pardon, elle est donnée à la fin de l'énoncé ici. D'accord? Ça va être le symbole de la charge. Donc maintenant, dans mon atome, je sais que Z égale 7 et que E est égal à 1,6 10-19 coulombs. Je vais donc pouvoir calculer ici la charge totale du noyau. Donc la charge du noyau, ici, charge du noyau, c'est donc Z, qu'on a vu tout à l'heure, 7, que multiplie la charge 1,6 10-19. Si je fais mon calcul, j'obtiens une charge pour le noyau de 1,12 10 puissance moins 18 coulombs. Le C c'est pour coulomb, c'est l'unité d'une charge. Voilà. Donc ça c'était la première question. Alors on va voir maintenant, on retourne sur l'énoncé, on regarde la deuxième question, on nous pose la même question pour le nuage électronique. Alors on peut faire la même réflexion pour le nuage électronique. Déjà première chose, on peut se demander combien il y a d'électrons dans mon atome, parce que si je dois connaître la charge électrique du nuage électronique, c'est celui de tous les électrons. Et on l'a vu dans l'exercice précédent, le nombre d'électrons dans un atome, c'est le nombre de protons. C'est la même chose. Donc ici, on sait que là-haut, on avait 7 protons. On a donc 7 électrons. Maintenant, il faut que je trouve la charge de 7 électrons. La charge électrique du nuage électronique, c'est égal à la charge de tous les électrons. Cette charge, elle va être égale à donc le nombre, ici 7, qui correspond à Z, fois la charge d'un électron. Alors attention, la charge d'un électron, on l'avait vu dans le cours, c'est moins petit e. C'est l'exact opposé de la charge du proton. Donc si je fais mon calcul, la charge des électrons, elle va être égale à 7, le nombre d'électrons que j'ai, multiplié par moins 1,6 10-19, qui correspond à la charge d'un électron. J'obtiens donc comme résultat moins 1,12 fois 10 puissance moins 18 coulombs. Voici la charge de tous mes électrons. Je rebascule sur l'énoncé. Question 3, calculer la charge totale de l'atome d'azote. Calculer la charge totale de l'atome d'azote. La charge totale de l'atome, si je remonte ma feuille, ce sera peut-être plus simple. Charge totale de l'azote, c'est la charge du noyau plus la charge des électrons. Si je fais ce bilan, charge du noyau, on a dit que c'était 1,12 que multiplie 10 moins 18 plus la charge des électrons, on vient de mettre que c'était moins 1,12 10 moins 18. Si je fais la somme des deux, j'obtiens 0 coulomb. Ça, la charge totale du noyau, c'est 0 coulomb. Et la dernière question qu'on nous pose, c'est que peut-on en déduire pour l'atome? Eh bien, en gros, l'atome ne possède pas de charge, il est électriquement neutre. Mais ça, on l'avait vu aussi. Ok. Alors la petite difficulté dans cet exercice, hein, ça va être le calcul de la charge électrique du noyau. Hein. Ça correspond à la charge des protons. Nombre de protons que multiplie la charge d'un seul proton, donc c'est Z fois E. Je fais mon calcul, j'obtiens des valeurs un petit peu bizarres avec mes puissances de 10, mais bon, ça, il faut que je sache gérer les calculs. Pour la charge électronique du noyau, j'obtiens, par la même réflexion que tout à l'heure, le nombre d'électrons, donc Z, vu qu'on a un atome, fois la charge d'un seul, à savoir moins E. Je fais mon calcul. Si je fais le bilan des deux valeurs, j'obtiens ici 0 coulomb pour les deux, et on montre bien qu'un atome est électriquement neutre. Voilà pour l'exercice 2. Alors, on va passer à l'exercice 3.
Alors, dans l'exercice 3, on nous dit que le radon présent dans la nature sous forme de gaz est la principale source externe d'exposition de l'homme à la radioactivité naturelle. L'absorption de ce gaz accroît les risques de cancer du poumon. Alors, il faut savoir, c'est juste une petite chose pour l'anecdote, c'est le radon est un gaz qui apparaît souvent dans les roches granitiques, dans le granit. Donc on est plutôt épargné un peu dans l'Indre, hein. Il y en a un peu, mais pas énormément. Par contre, si vous allez à peu près 100 km au sud vers Limoges, là par contre le sol est granitique et donc on a une concentration un petit peu plus grande en radon. Alors après, ça reste de la radioactivité naturelle, mais bon, c'est des paramètres à prendre en compte dans des éventuels problèmes de santé qu'on peut avoir plus tard. Après ces petites réjouissances, on nous demande dans la question 1 d'indiquer la composition du noyau de l'atome de radon dont le symbole est 222,86 Rd. Alors, on vient ici, la représentation elle est ici, 222,86 Rd. Alors en gros, je ne veux que le noyau, donc il va falloir uniquement la composition des nucléons. Dans ma représentation symbolique, on l'a vu tout à l'heure, 222 ici, ça va être le nombre de nucléons. Donc A, c'est le nombre de nucléons. Donc j'en ai 222. Z est indiqué ici en bas, c'est 86. Nombre de protons. J'en ai 86. Et N, on l'avait vu précédemment, c'est A moins Z, ce qui nous donne 222 moins 86 vu précédemment, ce qui fait 136 neutrons. Voilà. Donc ça, c'est la composition du noyau. Si on avait voulu la composition de l'atome, il aurait fallu rajouter les électrons. D'accord? Là, on ne veut que le noyau. Question suivante, on nous demande de calculer la masse de ce noyau. Question 2, ici, calculer la masse de ce noyau. Alors réaliser, c'est la compétence ici de la question. On va donc réaliser un calcul. Alors, qu'est-ce qu'on a vu précédemment dans les cours? On a vu que la masse du noyau, ça correspond à la masse de tous les nucléons. Alors, comment est-ce que j'écris la masse de tous les nucléons? Eh bien, en gros, on considère dans les nucléons qu'il y a les protons et les neutrons. En termes de masse, on avait dit qu'ils avaient la même masse. Donc, en gros, il suffit que je trouve le nombre de nucléons et que je multiplie par la masse d'un seul nucléon. Dans l'énoncé, on me donne la masse d'un nucléon. Donc, la masse du noyau, c'est grand A que multiplie la masse d'un nucléon. Je fais mon application numérique. A est donné ici, pardon, ici, on est à 222. Donc on va avoir 222 que multiplie la masse. Alors si j'y reviens, la masse ici est donnée d'un proton, d'un neutron, donc d'un nucléon. Ici, 1,67 10-27. Donc fois 1,67 10-27. Et si je fais mon calcul, je trouve que la masse est 3,7 fois 10 puissance moins 25 kg. Faites attention, entraînez-vous à faire ce genre de petits calculs, histoire de ne pas faire de faute, de ne pas oublier soit une virgule, soit un multiplié, soit le moins ici, là, est important. Faites attention à ça, il faut pratiquer ce genre de calcul. Alors ça c'est la question 2, et la question 3 on nous demande, est-il nécessaire de calculer la masse de l'atome de radon pour la connaître? Justifiez soigneusement. Alors, qu'est-ce qu'on avait vu dans le cours? On avait fait cette activité, on avait calculé d'abord la masse d'un atome, puis on avait ensuite fait le calcul de la masse uniquement du noyau, et on s'était rendu compte que c'était la même chose. Donc ici, on sait que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau. Et alors pour quelle raison? Parce que tout simplement, en effet, la masse des électrons est négligeable devant celle des nucléons. Négligeable devant celle des nucléons. Donc qu'est-ce qu'on peut écrire au final? On va pouvoir écrire quoi? On va pouvoir écrire que la masse de l'atome est égale à la masse du noyau. Donc pour l'atome de radon, eh bien la masse du noyau, on la connaît. C'est celle qu'on a calculée ici. Hein. Masse du noyau, on a trouvé 3,7 10 moins 25. Et donc on peut écrire ici que la masse de l'atome, ça va être la même masse. Alors voilà pour l'exercice 3. On va passer à l'exercice 4. Alors, pour l'exercice 4, donc on nous présente un tableau en dessous qui propose une liste de couples, numère atomique Z, nombre de masse A.
Donc en fait, ce numéro atomique Z et ce nombre de masse A, ils correspondent à différents atomes. Donc à chaque colonne, par exemple si je prends la première, ici, si je prends la première colonne, je suis 6,12, eh bien je vais avoir un atome qui a 12 nucléons dont 6 protons. Si je prends ici par exemple la colonne 17,37, j'ai un atome qui a 37 nucléons, 17 protons. Ok ? Donc, dans ce tableau, on va voir qu'il y a différents isotopes et on va essayer de les identifier. Par contre, il faut qu'on rappelle dans un premier temps la définition des isotopes. Donc, définition des isotopes. Des isotopes sont des atomes qui possèdent le même nombre de, on l'avait vu dans le cours, protons, qu'on note Z. Et donc, Z, il est appelé aussi numéro atomique, donc même numéro atomique. Mais ayant un nombre de nucléons grand A différent. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va revenir à la question 2. Question 2, on nous dit, d'après le tableau, combien d'isotopes l'atome de chlore possède-t-il? Qu'est-ce qu'on sait pour le chlore? Le symbole du chlore, c'est Cl, et surtout Z égale 17. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans le tableau, on va venir chercher, dans le tableau, on cherche les valeurs Z égale 17. Alors je reviens sur mon tableau, et puis je regarde. Z égale 17, j'en ai un ici. J'ai le couple 17,35. Et j'en ai un autre ici, le couple 17,37. Ok? Donc ça veut dire, je ne veux pas d'autre 17. Donc du coup, je vais avoir deux isotopes du chlore. Un qui va être 35,17 et l'autre 37,17. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Dans le tableau. Hop, dans le tableau. Dans le tableau. Je vais y arriver. On trouve deux couples dont Z égale 17. On a le couple 17,35 et le couple 17,37. Okay? Donc on a deux isotopes du chlore. Ces deux isotopes du chlore, dans la question 3, on nous dit pour chacun de ces isotopes, donner la composition du noyau. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les deux représentations symboliques de ces noyaux. Donc le premier, j'ai dit 35 en nucléon, 17 ici en proton. Et l'autre, on est à 37 ici et 17 ici. Je vous rappelle que le numéro atomique Z ici, 17, il est toujours lié au symbole. Donc si j'ai le même 17 ici, j'ai forcément le même symbole avec Cl. Donc on va aller un peu plus vite que tout à l'heure. Si j'ai A, je sais que j'ai 35 nucléons. On veut la composition du noyau, je vous rappelle. J'ai 17 protons. Et puis j'ai A moins Z, ce qui me donne 35 moins 17, ce qui fait 18 neutrons. Ici, si je fais la même réflexion, j'ai 37 nucléons. J'ai 17 protons toujours. Donc même nombre de protons, mais comme mon nombre de nucléons est différent, on va avoir un nombre de neutrons ici qui va être différent. Donc je suis à 37 moins 17, je me retrouve avec 20 neutrons. Donc voilà pour la composition des deux noyaux. Dernière question, on nous dit combien d'isotopes possède l'oxygène? Bon, alors ça, si ça avait été un devoir, je ne voudrais pas poser la question comme ça, je voudrais quand même indiquer le numéro atomique de l'oxygène. Mais étant donné que ce numéro atomique de l'oxygène, on l'a vu, que les différents isotopes de l'oxygène, on l'a vu, il suffit d'aller retrouver dans son cahier pour savoir que pour l'atome d'oxygène, dans l'activité sur les isotopes, on a vu que Z égale 8 pour l'atome d'oxygène. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans le tableau les valeurs Z égale 8. Je retourne sur mon tableau, je cherche Z égale 8, j'en ai un ici, j'ai le couple 17,8, le couple 16,8 et 18,8, et on retrouve bien évidemment les trois isotopes, donc on a trois isotopes de l'oxygène qu'on avait vu dans l'activité, à savoir oxygène 16, oxygène 17 et oxygène 18. On avait dit, je vous souviens, ah pardon, excusez-moi, j'ai oublié de mettre la petite chose, la petite
petite caméra. 3 isotopes, pardon, oxygène 16, oxygène 17, oxygène 18. Ces 3-là sont des isotopes. Vous vous souvenez, on avait donné les qualificatifs de léger, moyen et lourd pour ces 3-là. Bon, voilà pour l'exercice numéro 4. On se retrouve sur l'exercice 5. Alors, pour l'exercice 5, on va parler de configuration électronique. Configuration électronique, je vous rappelle, c'est la répartition des électrons sur les différentes couches électroniques. Tout d'abord, on nous parle du fluor, on nous dit que c'est un élément chimique dont l'un des isotopes est caractérisé par le nombre grand A 19 et Z égale 9. Dans la question 1, on nous demande la composition, attention ici, composition de l'atome. Contrairement à tout à l'heure où on demandait la composition des noyaux, il va nous falloir la composition de l'atome. Donc l'atome c'est noyau et électron, donc il faut juste penser à rajouter le nombre d'électrons. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je reprends la représentation symbolique du noyau de fluor, et puis en gros j'ai déjà fait, hein. On reproduit ce qu'on a déjà fait. On va d'abord faire la constitution du noyau. Tout ce qui est là, ça concerne le noyau de l'atome. Ok? Donc on a 19 nucléons, 9 protons, hein, qui sont écrits là, A et Z. Et puis je fais la différence entre A et Z pour obtenir mon nombre de neutrons qui est égal à 10. Par contre, ne pas oublier ici, si on veut la composition de l'atome, il faut donner le nombre d'électrons. Qu'est-ce que je sais? On sait que dans un atome, on l'a déjà écrit, mais je le réécris, ça fait pas de mal, il y a autant de protons que d'électrons. Donc, dans l'atome de fluor, il y a, combien on a vu au-dessus? On a dit combien on avait de protons, il faut que vous voyez, 9 protons. Donc du coup, ici on a 9 électrons. Ok. On revient au sujet. Le sujet me dit quoi? Me dit écrire la configuration électronique de l'atome de fluor. Alors, pour écrire une configuration électronique, il va falloir répartir les 9 électrons qu'on a trouvés précédemment, ici, à la question précédente, sur les différentes couches électroniques. Alors, je vous rappelle que les couches électroniques sont des numéros. Donc, on va voir la couche numéro 1, la couche numéro 2, la couche numéro 3. Mais sur ces couches, peuvent exister des sous-couches. Les sous-couches, on a les sous-couches S, sous-couche P. Sur la sous-couche S, je peux mettre 2 électrons. Sur la P, je peux en mettre 6. Et ce que vous devez savoir, ce que vous aurez besoin de savoir cette année, c'est que sur la couche 1, je n'ai qu'une sous-couche S. Donc au final, sur la couche 1, je n'aurai que 2 électrons. Par contre, sur la couche 2 et 3, je peux mettre la sous-couche S et la sous-couche P. Pour remplir les configurations électroniques, je prends couche par couche et sous-couche par sous-couche. Donc je vais prendre d'abord la couche 1S, je vais la remplir. La couche 2S, je vais la remplir. Je vais remplir ensuite la sous-couche 2P. Et on va faire la même chose en passant à la couche 3. On va remplir la sous-couche 3S et ensuite la sous-couche 3P. On va voir qu'on n'a peut-être pas besoin de tout ça ici. Pourquoi? Sur la sous-couche S, j'ai 2 électrons. Sur la sous-couche P, j'en ai 6. Donc on y va. On commence. Pour la configuration électronique du fluor, on commence sur les 9 électrons. Je commence déjà à en mettre sur ma couche 1, sous-couche S. Je peux en mettre 2. Et on va changer de couleur, tiens. Pour les numéros d'électrons, hop, je peux en mettre 2. Cette couche est pleine et cette sous-couche S est pleine et la couche est pleine aussi parce que la couche 1P n'existe pas. Donc je bascule ensuite sur la couche 2 et je commence par la sous-couche S. Sous-couche S, je peux mettre à nouveau 2 électrons. Donc sur les 9 qu'il y avait, il m'en restait 7, parce que j'en ai mis 2 ici. Donc j'en mets 2 de plus ici, il m'en reste donc 5 à répartir. Ma sous-couche 2S est pleine. Je bascule donc à la sous-couche 2P. Et sur la sous-couche 2P, je peux en mettre 6 au maximum. Là, en l'occurrence, j'en ai déjà mis, sur les 9, j'en ai déjà mis 4 ici. Donc combien il m'en reste ici pour la couche P? Il m'en reste 5 à mettre. Si vous faites la somme ici de tous les exposants que j'ai mis en violet, vous retrouvez bien 9. Ça correspond au nombre d'électrons. Ce que vous devez savoir, c'est le sens dans lequel vous remplissez les couches et sous-couches. Okay, donc pour l'instant, on n'a pas eu besoin de la couche 3, mais en tout cas, on fait 1S, 2S, 2P dans l'ordre.
On ne peut pas passer à la 2P tant que la 2S n'est pas pleine. On ne peut pas passer à la 2S tant que la 1S n'est pas pleine. Ok? Bon, ça c'est pour la configuration électronique. Alors maintenant, petite question sur les ions. Vous allez voir qu'on va apprendre à trouver les configurations électroniques des ions, mais là en l'occurrence on nous dit que l'ion fluorure est obtenu à partir de l'atome de fluor lorsque celui-ci gagne un électron. Et on nous demande d'écrire la configuration électronique de l'ion fluor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si le fluor a gagné un électron, pardon, si l'ion fluor a gagné un électron par rapport à l'atome de fluor, alors cet électron doit apparaître sur la configuration électronique de l'ion. La configuration électronique de l'ion. Alors, pour trouver la configuration électronique de l'ion, ça ne va pas être très compliqué. On va reprendre l'ion, alors si on veut la configuration de l'ion fluorure, qu'on appelle aussi l'ion fluor, hein, des fois ça va plus vite. Donc on va reprendre la configuration électronique que j'ai réécrite au-dessus pour le fluor. Donc je réécris. Je suis en train de perdre mes stylos. 1S, je vais remettre ma jolie petite couleur violette. 1S2, ensuite 2S2, 2P. Alors là, dans 2P, je ne vais pas remplir. Pourquoi? Parce qu'on a dit précédemment qu'on devait avoir un électron en plus. Cet électron en plus, eh bien, il vient se mettre à la suite sur la 2P. Donc mon 5, il va pas rester 5, il va devenir un 6. Et ici, je vais avoir la structure électronique de l'ion. C'est-à-dire qu'en gros, mon atome a gagné un ion, ben cet ion apparaît sur la configuration électronique de l'ion. Voilà pour la correction de l'exercice 5. On va passer à l'exercice 6. Alors, pour l'exercice 6, on va lire l'énoncé, on va parler du chlore, du fluor et voir un petit peu les correspondances qu'il y a entre les deux. Donc, on attribue aux forces allemandes les premières attaques de chlore dans la bataille d'Ypres en Belgique en 1915. Depuis, le chlore n'a pas été utilisé comme arme jusqu'à ce qu'on retour sur les champs de bataille en Syrie ces dernières années. Alors il faut savoir que les premières attaques au gaz dans la Première Guerre mondiale, c'était pas très glorieux. Déjà de manière générale, utiliser ce type d'arme n'est pas très glorieux dans une bataille, mais surtout les Allemands ont tué des Français et des Anglais qui étaient en phase 2. Et puis surtout, ils ont pris des gaz en retour vers eux, parce qu'il y a eu un retour de vent, et il y a eu aussi des morts du côté des Allemands. Bon, ça a été assez effroyable. Et a priori, dans ces dernières années, en Syrie, Bachar el-Assad aurait employé des gaz toxiques sur certaines populations de Syrie. Bref, tout cela n'est pas très glorieux. Alors, on s'intéresse à l'élément chlore, dont on nous dit que le numéro atomique est 17. Il est là. Le dichlore Cl2, c'est un gaz vert à l'odeur suffocante et extrêmement toxique. Il est indispensable de manipuler sous la lotte dans des situations où ce gaz est susceptible de se former. Donc la configuration électronique du fluor, on nous la donne, 1s2, 2s2, 2p5. On en a différentes ici qui sont données, il faut qu'on choisisse la bonne pour le chlore. Alors le chlore, on sait que Z égale 17, c'est un atome, donc il a aussi 17 électrons, on l'a déjà vu dans les exercices précédents. S'il a 17 électrons, ça veut dire que il faut les répartir sur les différentes couches. Si je répartis ça sur les différentes couches, on a vu à l'exercice précédent qu'en gros, la somme de tous les exposants ici, ça correspond au nombre d'atomes, au nombre d'électrons de l'atome. Donc en gros, il suffit que je compte ici les différents exposants qui sont là, et je vais pouvoir obtenir mon nombre d'électrons. Donc là, je compte, j'ai 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Plus 2, 12, plus 4, 16. Donc je suis pas bon. Ici, j'ai 2 plus 2 plus 6, toujours 10. Plus 2, ça fait 12. Plus 5, 17. A priori, celle-ci fonctionne. On va aller voir ailleurs. 2 plus 2 plus 6, ça fait 10. Plus 2 plus 6, ça fait 8. L'un 1, 18. Donc la bonne configuration électronique ici, pour notre atome de chlore, on va être en 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Donc je vais juste recopier la bonne configuration électronique. On nous demande combien d'électrons de valence possède cet atome.
Alors, hop, je rebascule ici. Et qu'est-ce qu'on sait? Les électrons de valence sont les électrons qui sont présents sur la dernière couche. Alors attention, ici, c'est très facile de se tromper. Dernière couche électronique. Ne pas confondre la dernière couche, qui est indiquée par un numéro, avec la dernière sous-couche. Vraiment, j'insiste, ici, c'est couche électronique. Donc, je vais voir au-dessus. Ici, je regarde. Les couches sont les numéros. Donc ici, j'ai la couche 1, là la couche 2 qui est constituée des deux sous-couches S et P, et là j'ai la couche 3 qui est constituée de la sous-couche S et de la sous-couche P. Donc maintenant, pour aller trouver mon nombre d'électrons de valence, il va falloir que je prenne la totalité des électrons qui sont présents sur la dernière couche. Ici, j'ai la dernière couche. Ok? Il faut juste que je fasse la somme de ce qui est écrit ici. Donc 5 et 2, a priori, ça me fait 7 électrons de valence. Donc nombre d'électrons de valence, ça va être 2 plus 5 qui sont présents respectivement sur la sous-couche 3S et ici sur la sous-couche 3P, ce qui me donne 7 électrons de valence. Attention, l'erreur classique, c'est de dire ah ben on va prendre la dernière sous-couche et donc il y a 5 électrons de valence. Non, 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 il faut bien prendre la dernière couche. Alors, dernière question. On nous dit ici, exploiter les configurations électroniques du chlore et du fluor pour en tirer une conclusion. Alors exploiter, en gros, ça veut dire quoi? On va aller voir les deux. Le fluor est à rappeler ici, je l'ai écrit sur la feuille qui est là. Ici, j'ai 1S2, 2S2, 2P5. Au-dessus, j'ai 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Et si on est attentif et qu'on va voir ici la dernière couche, ici, dernière couche pour pas d'accent ici. Dernière couche électronique sur la configuration du fluor. Qu'est-ce qu'on remarque? Si je fais la somme du nombre d'électrons qui est présent ici, je cherche les électrons de valence, eh bien je me retrouve avec 2 électrons plus 5, ce qui me fait 7 électrons de valence pour le fluor. Les électrons de valence sont les derniers électrons, on va dire les derniers électrons de l'atome, c'est-à-dire ceux qui sont le plus proches de l'environnement. C'est-à-dire que les autres électrons, si je prends ici les 1s2, on considère que ce sont des couches internes. Donc ceux qui vont venir interagir avec le monde extérieur, ce sont les électrons des couches de valence. Ici, j'ai 7 électrons de valence, et on a dit au-dessus qu'on avait aussi 7 électrons de valence pour le chlore. S'ils ont le même nombre d'électrons de valence, ils auront les mêmes propriétés chimiques. Donc le fluor et le chlore ont les mêmes propriétés chimiques. Alors pour ceux qui sont à la maison la première semaine là, ça on l'a pas tout à fait corrigé, donc je vous le mets là. On le reverra dans l'activité sur la classification périodique, mais c'est des choses au moins sur les électrons de valence que vous pouvez faire. Donc le fluor et le chlore ont les mêmes propriétés chimiques. Dans la classification périodique, ils sont dans la même colonne. En l'occurrence, c'est la colonne des halogènes qu'on étudiera lundi dans le TP qu'on va faire. Alors, ceci clôture la correction des exercices du chapitre 3. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à poser des questions quand vous revenez sur cette correction-là. Allez, bonne fin de journée à vous.